C'est en 1986 que Michel Poletti et Alain Richarme créent une galerie entièrement consacrée à la sculpture en bronze de 1830 à 1930. Leur expertise est célèbre dans le monde entier et les ouvrages publiés par leurs soins font autorité dans le milieu de l'art. Ça doit faire plus de 30 ans que je me passionne pour ce matériau. J'ai clashé, je me rappelle, quand j'avais 14 ans, sur un petit bronze qui était un lieu au serpent de Bari, estampillé Bari numéro 15. Personne ne savait et personne ne comprenait ce que c'était. Et quand j'ai eu ce petit bronze entre les mains, j'ai eu mon attention et j'étais comme capté par cet objet. Alors le bronze, c'est quelque chose qui a une puissance et une force extraordinaire. En fait, c'est un matériau qui est très pérenne. Vous savez, quand vous mettez un bronze dans la mer pendant 20 siècles, eh bien, il ressort encore pas avec sa patine, mais en très bon état. Donc probablement que c'est cette pérennité qui m'a en fait beaucoup attiré. Par ailleurs, l'énorme avantage avec le bronze, c'est que vous avez ces patines qui peuvent être extrêmement riches, qui donnent une profondeur et qui donnent un recroît de puissance à la sculpture. C'est un matériau qui est difficile d'accès. Beaucoup de gens ne comprennent pas le bronze, sont tout de suite un peu perdus entre les tirages, entre les époques. Comment être sûr de l'édition de chaque œuvre ? Il faut à ce moment-là, soit par des archives, soit par des connaissances, arriver à l'historique des éditions. Et en fait, il faut arriver à redéfinir l'édition originale, la première édition, voir quand est la deuxième édition et la troisième édition. Et bien sûr, ça c'est une règle dans le marché de l'art, que les premières éditions sont toujours beaucoup plus belles, parce qu'elles ont été faites avec tout l'amour du sculpteur, parce que le fondeur y a attaché beaucoup d'importance, et qu'après, quand on arrive à des troisièmes ou des quatrièmes éditions, il y a une usure de l'intérêt, il y a une usure de la passion. Et finalement, il reste des choses beaucoup moins belles. On reconnaît la qualité d'un bronze, particulièrement ici, quand on regarde cette pièce, ce qui frappe, c'est que la patine est très profonde. Et cette profondeur de la patine s'explique par deux choses. Et d'abord, le bronze est d'une qualité remarquable. La ciselure a été très bien faite. La coulée a été très réussie, donc vous avez un épiderme, c'est-à-dire que vous avez une vibration de surface qui apparaît à certains endroits. Et toutes ces raisons font qu'une belle patine après va donner une transparence et une profondeur à cet objet. C'est pour ça que c'est une pièce exceptionnelle. Alors ça, je pense que même si on ne connaît pas le bronze, je vois bien avec des collectionneurs parfois qui ne connaissent pas, c'est des choses qu'ils appréhendent très rapidement en 5 minutes. Et après, je les guide sur les points forts de la pièce. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent captés. C'est à ce moment-là qu'ils achètent leur premier bronze. C'est à ce moment-là que le virus commence à naître et que je les vois, moi, à ce moment-là, revenir donc à la galerie et commencer des collections. C'est ce qui me passionne le plus, d'ailleurs, dans mon métier, c'est d'arriver, dans le fond, à faire passer l'amour du bronze que j'ai donc à des collectionneurs. Le savoir-faire des fondeurs justifie que les œuvres portent leur empreinte, à côté de la signature du sculpteur. Est-il le même aujourd'hui qu'au XIXe siècle ? On ne coule pas le bronze de la même manière. Au XIXe siècle, le bronze était essentiellement coulé par les techniques de la fonte au sable. Donc les fondeurs de cette époque-là maîtrisaient totalement les techniques de la fonte au sable, qu'on maîtrise à mon avis moins bien aujourd'hui, du moins plutôt qu'on pratique beaucoup moins aujourd'hui, donc automatiquement le savoir-faire est un peu parti. Aujourd'hui, tous les bronzes sont faits très bien, parfaitement, par la technique de la fonte à la cire perdue. Donc il y a certains modèles du coup qui vont être plus difficiles à rendre aujourd'hui par cette technique de la fonte à la cire perdue. Une chose aussi qui est très importante, c'est que si vous prenez l'activité globale des fonderies au XXe siècle, elle est peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois, peut-être même 40 fois moins importante quand on voit tous les fondeurs à Paris qu'il y avait au XVIIIe, au XIXe, qu'elle ne l'était à cette époque-là. Donc automatiquement, le savoir-faire est moins bon. Et je dirais qu'il y a aussi moins d'intérêt dans la création contemporaine pour le matériau du bronze, ça c'est une certitude totale, et pour une certaine perfection technique. L'œil est moins formaté à s'intéresser à cette qualité. Et c'est pour ça que nous, notre travail, ça va me passionner dans les 4-5 prochaines années, va être justement d'essayer de porter un nouveau regard sur le bronze, qui n'est jamais que la restauration du regard original tel que l'avaient tous les grands esthètes de la moitié du XIXe siècle. Dans ce que vous présentez au Grand Palais, quelle est la sculpture que vous préférez ? Ce que j'ai vraiment trouvé tout à fait exceptionnel dans cette pièce, c'est d'abord, bien sûr, l'ensemble général. Et c'est la façon dont l'artiste a eu la manière de faire le soclage.
C'est très dur, a priori, de faire un beau soclage pour une pièce comme ça, parce que c'est un détail. La panthère n'est pas représentée en entier. Et le génie un peu de l'artiste, c'est qu'il n'a pas basé sur un cube qui a à peu près le volume de la tête, donc ça fait un équilibre. Mais ici, il a fait ce décrochement. Et ce décrochement est très important parce que c'est celui qui met en valeur finalement l'ensemble et tout le génie et le talent de l'artiste. Quel est le profil du collectionneur de bronze aujourd'hui? On a des collectionneurs qui sont un peu, je voudrais trouver un mot, mais je veux rester dans le très correct, mais qui sont passionnés et qui sont fous de bronze, quoi. Et qui sont fous de la qualité du bronze, qui sont fous de la rareté. Et donc, c'est des collectionneurs qui sont, on pourrait dire, accros au bronze énormément. Qui ne font pas ça par spéculation, qui ne font pas ça du tout aussi par esbrouf, je dirais. Beaucoup de gens, quand ils achètent une œuvre, c'est pour eux-mêmes, c'est pour en profiter eux-mêmes, pour la caresser le soir, et non pas pour les montrer à des amis quand ils viennent dîner. Donc, c'est quelque chose qui est très personnel et qui est très intériorisé. Donc, du coup, c'est effectivement des collectionneurs passionnés et très forts, s'accrocher très fort. Et pour les spéculateurs, il y en a. Le bronze est-il une valeur? Quand il y a un beau bronze qui passe, quand il est iconique, quand il est emblématique, quand il est irréprochable, la cote n'arrête pas de monter et les prix sont de plus en plus importants. Que ce soit pour les bronzes du XVIIe, que ce soit pour les bronzes du XVIIIe ou du XIXe siècle et du XXe siècle, bien sûr, parce que vous savez que le bronze le plus cher du monde, c'est L'Homme qui marche de Giacometti, qui a dû faire 68 millions de livres il y a 2 ans. Donc le bronze, je dirais, ça m'a fait un immense plaisir, parce que le bronze, si vous voulez, grâce à cet Homme qui marche de Giacometti, eh bien, a atteint des prix extraordinaires. On ne nous embêtait pas avec le « oui, mais ça n'est pas une pièce unique, on ne sait pas combien il y en a exactement, etc. » Quand c'est beau, quand c'est emblématique, quand c'est iconique, le bronze a un avenir, à mon avis, tracé et très tranquille. Amoureux ou investisseurs audacieux, le bronze, quoi qu'il en soit, fera des heureux en septembre à la prochaine Biennale des Antiquaires.